Elle fut dérobée au regard du monde entier pendant 10 ans. Le diadème fétiche de la princesse Margaret, l'incarnation même de son éclat et de sa vie tumultueuse. À sa mort, chacun en était persuadé. Ses enfants hériteraient de ce trésor valant plusieurs millions d'euros. Pourtant, contre toute attente, le diadème s'est tout simplement volatilisé. Pas d'enchère publique, pas la moindre annonce officielle. Le silence le plus total. Mais alors, que s'était-il passé? Une transaction secrète, orchestrée derrière les lourdes portes de Buckingham. Un ingénieux stratagème pour échapper à des impôts colossaux. Ou bien la dernière volonté de la princesse elle-même, un souhait qui devait demeurer à jamais caché. Et la question cruciale demeure, comment ce bijou, imprégné d'un esprit de rébellion et de nuits endiablées, a-t-il pu, des années plus tard, se retrouver sur la tête de la future reine irréprochable, Catherine Middleton? Aujourd'hui, ensemble, nous allons démêler toutes les hypothèses, séparer les rumeurs des faits avérés et lever le voile sur l'un des secrets de cour les plus discrets, mais aussi les plus fascinants de notre époque. Préparez-vous, car la vérité, celle qui se cache derrière l'éclat des diamants, se révélera bien plus captivante que les rapports officiels. Restez avec nous jusqu'au bout pour tout découvrir. Notre récit prend racine au cœur des années folles. Le monde, pensant encore les plaies de la Première Guerre mondiale, aspirait à la nouveauté, à la vitesse et à l'opulence. L'ère du jazz, des coupes garçonnes et du style art déco dictait ses propres codes, lignes géométriques épurées, contrastes audacieux et motifs exotiques. Et la principale source d'inspiration, celle qui a captivé l'imagination de l'Europe entière, fut sans conteste l'Égypte ancienne. En 1922, Howard Carter ouvrit le tombeau de Toutankhamon et le monde fut aussitôt saisi d'une véritable égyptomanie. Les symboles du lotus, les scarabées et les papyrus migrèrent instantanément des sépultures antiques vers les croquis des maisons de couture et des ateliers de joaillerie. C'est dans cette effervescence culturelle qu'en 1923, le prince britannique Albert, futur roi George VI, s'apprêtait à épouser Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Fidèle à la tradition, il commanda pour sa fiancée un somptueux collier de diamants et de perles en guise de cadeau de mariage. La commande fut confiée à nul autre que la maison Garrard, les joailliers officiels de la couronne britannique depuis le milieu du XIXe siècle. Recevoir une commande de Garrard, ce n'était pas simplement acquérir un bijou, c'était détenir une œuvre d'art façonnée selon les plus hauts standards et imprégnée de l'histoire monarchique. Le concept semblait, à première vue, irréprochable. Un collier exquis, signé des meilleurs joailliers du royaume, offert par un futur roi. Pourtant, la fiancée, la future reine-mère, fit preuve d'une détermination inattendue et d'un sens du style très aiguisé. À l'opposé de ses aînés, qui affectionnaient les parures massives et pesantes, Lady Elizabeth privilégiait l'élégance et la modernité. Le collier offert, aussi magnifique fut-il, lui parut trop conventionnel pour cette ère nouvelle. Elle prit une décision audacieuse pour l'époque. Quelques mois seulement après les noces, Lady Elizabeth retourna le précieux présent aux ateliers Garrard, non pas pour une retouche, mais pour une refonte totale. Elle demanda au joaillier de désassembler le collier et de métamorphoser ses pierres en quelque chose de radicalement différent. Un diadème bandeau à la mode, conçu pour être porté bas sur le front, en parfaite adéquation avec l'esthétique des années 20. Ce n'était pas un simple caprice, mais une véritable déclaration. L'opulence victorienne cédait la place à une élégance moderne et assumée. Les joailliers de Garrard concrétisèrent avec brio cette idée audacieuse. Inspirés par cette même égyptomanie, ils choisirent comme motif central la fleur de lotus, emblème du soleil, de la création et de la Renaissance. Les diamants et les perles du collier original furent assemblés en une composition gracieuse et symétrique, faite d'éléments en éventail évoquant les pétales de la fleur sacrée. Ainsi,
d'un collier classique qui aurait pu se fondre parmi d'autres parures royales, naquit un bijou absolument nouveau et emblématique. Le diadème fleur de lotus, miroir parfait de son époque. Observez attentivement le diadème fleur de lotus. Ce n'est pas qu'un simple ornement, c'est une architecture joaillière miniature, l'incarnation parfaite du style Art déco, où la rigueur géométrique se marie à la grâce naturelle. Son design repose sur une symétrie irréprochable, conférant une sensation d'harmonie et d'achèvement. Chaque élément, chaque courbe est assujetti à une vision unique, recréée, en diamants et perles, la fleur sacrée qui s'épanouit à l'aube. Il a fallu près de 300 diamants au joaillier de Garard pour tisser cette dentelle de glace. Chaque pierre fut sélectionnée à la main pour s'harmoniser parfaitement en couleur et en pureté. Les maîtres ont employé aussi bien la taille brillant classique, qui fait scintiller les pierres de mille feux au moindre mouvement, que l'ancienne taille rose, qui confère à l'éclat un caractère plus doux et plus vintage. Ces dernières pierres faisaient probablement partie du collier originel. Assemblées, elles créent un effet de cascade de lumière froide qui se diffuse le long de la délicate monture en platine. Mais le véritable cœur de la composition, c'est la perle. 3 grosses perles naturelles, irradiant une douce lumière lunaire, servent de centre visuel et conceptuel au diadème. La plus grande couronne l'élément central, telle une précieuse goutte de rosée au sommet d'une fleur. Les 2 autres, légèrement plus petites, sont positionnées à la base des arcs latéraux, équilibrant la composition et lui ajoutant de la profondeur. Leur chaleureux éclat nacré crée un contraste raffiné avec la froideur aveuglante des diamants, conférant au bijou une sobriété aristocratique. Toute la structure du diadème est bâtie sur la répétition rythmique de motifs en éventail qui, tels des pétales, s'ouvrent à partir du centre. Ces éléments sont une citation directe de l'iconographie de l'Égypte ancienne, où le lotus stylisé symbolisait la renaissance et la vie éternelle. 7 de ces éventails, reliés par des arcs de diamants, forment une élégante couronne. Ce n'est pas un simple motif décoratif, c'est un message codé, un hommage à une grande culture et simultanément le symbole d'une nouvelle ère florissante. Le secret de la légèreté aérienne de ce bijou, d'apparence complexe, réside dans la maîtrise de son sertissage. À l'époque Art déco, les joailliers privilégiaient le platine, un métal incroyablement résistant et malléable à la fois, qui permettait de créer des montures d'une finesse quasi invisible. Grâce à cela, les diamants semblent non pas sertis dans le métal, mais flotter dans les airs, liés uniquement par des fils de lumière. Cette technique a permis de concevoir un bijou à la fois monumental et aérien. Imaginez un instant ce que signifie porter un tel trésor. Sentir le métal frais et lisse de la base effleurer la peau. Ressentir sa délicate mais sûre pesanteur, un rappel constant du statut et de l'histoire qu'il porte. À chaque mouvement de tête, le diadème s'anime, captant la lumière et projetant autour de lui des centaines d'étincelles irisées. Ce n'est pas qu'un accessoire, c'est un artefact vivant qui dialogue avec sa propriétaire, complétant son allure et lui conférant une majesté véritablement royale. Lorsque les joailliers de Garard rendirent à la duchesse d'York son trésor transfiguré, ce fut un moment de triomphe discret mais certain. Devant elle, il n'y avait pas qu'un simple bijou, mais l'incarnation de sa propre vision, audacieuse, moderne et d'une élégance irréprochable. Pour la première fois, elle porta le diadème non pas pour une grande réception d'État, mais pour un portrait officiel. Cette démarche réfléchie permit de présenter le chef-d'œuvre au monde exactement comme elle le souhaitait, loin du tumulte des bals, sous une lumière parfaite, où chaque facette et chaque perle pouvaient être immortalisées. Mais le véritable baptême, celui qui transforma le diadème en légende, fut sa première apparition publique lors d'une des brillantes réceptions de la fin des années 20.
Oubliez les constructions hautes et encombrantes du passé qui couronnaient des coiffures rigides. La duchesse Élisabeth porta la fleur de lotus, comme elle l'avait imaginé, bas sur le front, telle une précieuse bandelette, encadrant sa coupe courte très à la mode. Sous l'éclat des lumières et des centaines de regards, cela apparut comme une révélation. La fleur de diamant semblait éclore directement sur son front, soulignant la pureté de sa peau et l'éclat de ses yeux. Ce n'était pas seulement une sortie mondaine, c'était un manifeste. Tandis que l'ancienne génération de la famille royale, incarnée par la reine Mary de Teck, préférait inspirer la crainte et le respect par des murs de diamants, sa belle-fille choisissait une autre voie, celle d'enchanter par la grâce et la modernité. Le diadème, fleur de lotus, devint son arme principale dans cette discrète révolution stylistique. Il ne clamait pas la richesse, il murmurait le goût impeccable. La réaction fut immédiate et fulgurante. Les chroniqueurs de presse, habitués à décrire les joyaux royaux en termes de poids et de coûts, se mirent soudain à parler de style, d'art, d'une nouvelle ère. Le fleur de lotus devint le symbole de la jeune génération des Windsor, élégante, en phase avec son temps, mais sans jamais perdre sa dignité royale. L'admiration se mêlait à une pointe d'envie dans les cercles mondains, où les dames se précipitaient aussitôt pour commander des créations similaires aux joailliers. Ainsi, grâce à l'intuition et à l'audace d'une femme, le diadème cessa d'être un simple présent onéreux. Il devint sa carte de visite, le signe de son appartenance à l'avant-garde du style aristocratique. Chacune de ses apparitions ultérieures avec ce diadème ne fit que renforcer la légende. La fleur de lotus et la future reine-mère devinrent indissociables dans l'esprit du public, et ce premier triomphe scella le destin du bijou pour des décennies. L'âge d'or du diadème débuta en 1960, le jour du mariage de la princesse Margaret avec le photographe Anthony Armstrong Jones. En guise de cadeau de mariage, la reine-mère offrit à sa fille cadette adorée précisément ce bijou. Il ne s'agissait pas d'un simple prêt temporaire, mais d'une transmission complète du trésor. À partir de ce moment, le diadème fleur de lotus devint la propriété de Margaret, et c'est entre ses mains qu'il acquit son statut légendaire, devenant le symbole d'une ère entière de faste, de glamour et de légère rébellion. Margaret, icône de style de son temps, ne se contentait pas de porter le diadème, elle lui insuffla une nouvelle vie. Si sa mère préférait le porter comme un bandeau, bas sur le front dans l'esprit des années 20, Margaret le rehaussa, le transformant en une couronne élégante, presque aérienne. Ce simple artifice stylistique modifia radicalement la perception du diadème. Il apparut plus majestueux, mais, grâce à son design gracieux, ne perdit rien de sa modernité. C'est là que résidait le génie de Margaret. Elle savait s'approprier des classiques et les présenter avec une audace inimitable. La fleur de lotus devint la fidèle compagne de la princesse lors des événements les plus importants. Des banquets d'État à Buckingham Palace aux visites officielles à travers le monde, le diadème ornait presque toujours ses coiffures impeccables. Il s'accordait parfaitement à la silhouette délicate et aux traits raffinés du visage de Margaret. Contrairement au diadème plus massif du trésor royal, la fleur de lotus ne l'écrasait pas, mais soulignait son élégance naturelle, devenant une partie intégrante de son image publique, sa véritable carte de visite. Pour Margaret, c'était plus qu'un simple ornement. C'était un lien indissoluble avec sa mère, le symbole de son ascendance royale et en même temps l'accessoire idéal pour sa personnalité éclatante. Le diadème était suffisamment majestueux pour les protocoles officiels, mais ses lignes épurées de style art déco s'harmonisaient parfaitement avec l'esprit rebelle de la princesse qui fréquentait des stars du rock et transgressait les traditions séculaires. Imaginez-la lors d'un banquet d'État, vêtue d'une robe de soie fluide avec l'inévitable fume-cigarette entre ses doigts fins et cette constellation de diamants dans ses cheveux sombres.
La lumière des lustres de cristal faisait scintiller le diadème d'un feu froid, projetant des éclats sur ses célèbres yeux violets. À ces moments-là, elle était l'incarnation du glamour royal, et le diadème, sa couronne. Mais Margaret ne portait pas seulement le diadème elle-même. En 1993, elle fit preuve d'un geste d'une générosité et d'une continuité remarquables en prêtant la fleur de lotus à Serena Stanhope pour son mariage avec son fils David Linley. Ce jour-là, le diadème unit déjà 3 générations de femmes royales, devenant le témoin silencieux de l'histoire familiale, de l'amour et des traditions. Pendant près de 40 ans, le diadème fleur de lotus fut indissolublement lié au nom de la princesse Margaret. Il faisait partie de sa légende, symbole de sa place unique dans l'histoire de la monarchie britannique. C'est pourquoi ce qui advint du bijou après son départ suscita tant de questions et de murmures. Dans l'histoire du diadème fleur de lotus, vous ne trouverez ni malédiction sanglante ni vols audacieux. Sa face obscure est le murmure discret des couloirs du palais, des calculs financiers dissimulés derrière l'éclat des diamants, et la question essentielle qui tourmentait les experts après la mort de la princesse Margaret en 2002. Pourquoi le diadème, sa propriété personnelle et un bijou emblématique, n'est-il pas revenu à ses enfants, David et Sarah? Le public était persuadé que le chef-d'œuvre resterait dans la famille. Mais il disparut pour réapparaître plus tard dans le trésor principal de la reine. Le mystère était d'autant plus grand que l'on connaissait le destin d'un autre célèbre diadème de Margaret, le diadème Poltimore. Cette grandiose parure, la princesse l'avait achetée elle-même et ses enfants en héritèrent effectivement, le vendant plus tard aux enchères pour une somme fabuleuse. Le fait de cette vente ne faisait que souligner l'étrangeté de la situation avec la fleur de lotus. Si un bijou emblématique fut vendu, pourquoi un autre, non moins chéri, fut-il silencieusement restitué à la couronne? Cela engendra une vague de rumeurs et de théories. La version la plus plausible, bien que dépourvue de tout romantisme, réside dans la rigueur des lois fiscales britanniques. La princesse Margaret a laissé une fortune considérable, et les droits de succession au Royaume-Uni pouvaient grimper jusqu'à 40%. Pour s'en acquitter, ses enfants auraient dû céder une part substantielle de ses biens, peut-être même la tiare elle-même. Une hypothèse étayée suggère qu'un arrangement a été conclu. La tiare, en tant qu'objet de valeur nationale et historique, aurait été transférée à l'État, en la personne du monarque, en guise de paiement des droits de succession. Un calcul froid et pragmatique qui a permis de préserver à la fois l'héritage maternel et l'intégrité du trésor royal. Une autre théorie, plus ancrée dans les traditions palatiales, veut que ce fut la volonté soit de la reine-mère elle-même, soit de la princesse Margaret. Peut-être le joyau avait-il été offert avec la condition qu'il s'agissait d'une possession viagère, devant réintégrer la collection principale après le décès de sa propriétaire. C'est une pratique courante qui empêche les trésors historiques de se dissoudre entre des mains privées et garantit qu'ils serviront la monarchie pour les générations à venir. Bien qu'il n'existe aucune preuve documentaire, cette version est en parfaite adéquation avec l'esprit et la logique des joyaux de la couronne. Et parmi ces conjectures sérieuses, se niche une charmante légende, plus une anecdote amusante qu'un scandale. On raconte qu'un jour, Reginald Wilcock, le page de la reine-mère, a essayé la tiare pour rire. Ce petit épisode, presque intime, fait lui aussi partie de l'histoire secrète du joyau. Il lève le voile sur le protocole strict et révèle que même les trésors les plus majestueux ont leur vie officieuse, pleine de faiblesses humaines et de moments cocasses, dont les journaux ne se font jamais l'écho. Le 9 février 2002, un chapitre entier de l'histoire de la monarchie britannique s'est refermé. La princesse Margaret s'est éteinte. Avec elle, c'est toute une ère qui a disparu, celle d'un style inimitable, d'une élégance audacieuse
et d'un glamour royal qu'elle incarna si brillamment. Et au même instant, sa tiare préférée, la fleur de lotus, s'est retrouvée orpheline. Pendant 40 ans, elle avait été indissociable de l'image de sa propriétaire et désormais, son avenir était incertain. Le monde retenait son souffle dans l'attente. Quel sort serait réservé au trésor de la princesse rebelle? L'atmosphère était empreinte d'une tension silencieuse. Contrairement à bien d'autres joyaux royaux, dont le destin était dicté par des siècles de tradition, la fleur de lotus était une propriété personnelle de Margaret. Selon toutes les lois, elle aurait dû revenir à ses enfants. Pourtant, les semaines se sont muées en mois sans qu'un mot ne fût prononcé à propos de la tiare. Elle n'est pas apparue lors d'une vente aux enchères, ni n'a été aperçue sur la tête de la fille de la princesse, Lady Sarah Chatto. Le joyau avait tout bonnement disparu des radars, sombrant dans l'oubli le plus total. Ce ne fut pas une fin retentissante, mais un adieu silencieux, presque mystérieux. Loin de l'effervescence des ventes de la maison de vente aux enchères Christie's, où une autre de ses célèbres diadèmes fut plus tard adjugée, la tiare fleur de lotus entreprit son ultime voyage en sens inverse. De l'écrin personnel de la princesse, Elreg regagna sans bruit la chambre forte principale de la monarchie, le trésor de sa sœur, la reine Élisabeth II. Cette transition discrète marqua la fin de l'ère de la possession individuelle et le début d'une nouvelle vie, celle d'un bien de la couronne. Pendant près de 10 ans, la tiare fut plongée dans l'oubli, dans l'obscurité veloutée du coffre royal. Pour le monde, elle avait cessé d'exister. Sa lumière s'était éteinte, son histoire semblait achevée et archivée. Elle n'était plus le symbole du glamour de la princesse Margaret, mais n'était pas encore devenue le symbole de quelque chose de nouveau. Ce fut un temps de silence, un temps où le joyau, de participants vivants de la chronique mondaine, se transforma en pièce de musée, attendant patiemment son heure pour revenir sur le devant de la scène et entamer un tout nouveau chapitre. Près de 10 ans de silence s'écoulèrent. 10 ans au cours desquels la tiare fleur de lotus passa du statut de légende vivante à celui d'artefact archivistique. Mais en décembre 2013, lors de la réception diplomatique annuelle au palais de Buckingham, un événement fit battre plus fort le cœur de tous les passionnés d'histoire royale. Dans le scintillement des salons de bal, apparut la jeune duchesse de Cambridge, Kate Middleton, et sur sa tête, comme ressuscitée des limbes, la fleur de lotus rayonnait. C'était sa première apparition coiffée d'une tiare depuis son mariage, et le choix fut des plus retentissants. Le retour fut triomphal. En un instant, le trésor fantôme de la princesse Margaret se retrouva de nouveau sous les feux de la rampe. Mais c'était là une interprétation entièrement nouvelle. Si, pour la reine-mère, la tiare était un bandeau à la mode, et pour Margaret, un emblème de son glamour personnel, elle devint pour Kate un signe de profond respect envers l'histoire et les traditions de la famille qu'elle avait intégrée. Elle la porta aussi haut que Margaret, mais l'image qu'elle projetait était différente, sobre, élégante, d'une royauté irréprochable. Ce changement fut colossal. La tiare, associée pendant des décennies à une icône de style éclatante et rebelle, ornait désormais la tête de la future reine consort, dont le talent principal était et demeure le respect impeccable du protocole. Il s'agissait là d'une véritable réinitialisation de son image. D'un trésor personnel doté d'une âme, elle se métamorphosait en un artefact dynastique, symbole de continuité. En choisissant précisément cette tiare, Kate ne se contentait pas de porter un bel objet. Elle tendait un fil invisible vers l'histoire, rendant hommage à la fois à la reine-mère et à la tante légendaire de son époux. Pour le joyau, ce fut l'apogée de sa gloire. Sa valeur monta en flèche, et il ne s'agissait pas d'une question d'argent. La portée historique de la tiare s'accrut considérablement. Désormais, ce n'était plus une simple diadème portée par 2 altesses royales.
C'était la tiare qui reliait trois figures féminines emblématiques de la monarchie des XXe et XXIe siècles, la résiliente reine-mère, la flamboyante princesse Margaret et la future reine Catherine. Chacune des apparitions ultérieures de Kate parée de la fleur de lotus, en particulier au cours des premières années de son mariage, ne fit que consolider ce nouveau statut. La tiare devint le symbole de son affirmation en tant que membre à part entière de la famille royale. Sa seconde naissance sur la scène mondiale ne fut pas qu'un simple retour. Ce fut une véritable canonisation, la transformation finale d'un magnifique bijou en une relique inestimable, dont l'histoire serait désormais écrite par de nouvelles générations de monarques. Mais où donc se trouve ce trésor légendaire aujourd'hui? La réponse à cette question est simple et pourtant empreinte de grandeur. La tiare, fleur de lotus, n'est plus la propriété personnelle de quiconque. Après son retour dans le trésor de la reine Élisabeth II, elle intégra officiellement la collection royale, un ensemble d'œuvres d'art et de joyaux n'appartenant pas au monarque personnellement, mais à l'institution de la couronne. Cela signifie que la tiare est devenue un bien inaliénable de la monarchie britannique et de la nation. Elle ne peut être vendue, offerte ou transmise en héritage à un membre spécifique de la famille. Désormais, sa gardienne est l'éternité elle-même. Aujourd'hui, le statut du joyau a radicalement changé. D'un accessoire raffiné, fût-il royal, elle s'est muée en un artefact historique. Lorsque nous apercevons la fleur de lotus sur la princesse de Galles, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'un bijou personnel, mais d'un prêt de la principale trésorerie, approuvé personnellement par le monarque en titre. Chacune de ces apparitions est un geste méticuleusement pensé, symbolisant la continuité et le lien indéfectible entre les générations. En dehors des réceptions officielles, la tiare est conservée dans les chambres fortes ultra sécurisées du palais de Buckingham, aux côtés des autres plus grandes reliques de la dynastie. Tenter d'évaluer un tel trésor en argent est une entreprise vaine. Certes, sa valeur matérielle est immense. Près de 300 diamants de la plus haute qualité, 3 grosses perles naturelles, du platine et le travail virtuose de la maison de joaillerie Garrard constituent à eux seuls une fortune. Mais ce n'est là qu'une infime partie de sa véritable valeur. La composante essentielle de sa valeur réside dans son provenance, c'est-à-dire son histoire de propriété. Songez-y, créé pour une future reine consort, devenue le symbole de la princesse la plus glamour du XXe siècle, et ornant désormais la tête de la future reine du XXIe siècle. Chaque nom de cette chaîne ajoute des millions invisibles à son prix. Ce n'est pas une simple tiare, c'est une histoire tangible, incarnée dans le métal et la pierre. Sa véritable valeur ne se mesure pas en carats, mais en décennies de drame royal, de triomphe et d'élégance. Ainsi, nous revenons à la question par laquelle nous avons commencé. Pourquoi la tiare, fleur de lotus, n'est-elle pas parvenue aux héritiers de la princesse Margaret? Désormais, la réponse est évidente. Derrière cette décision, il n'y avait ni scandale familial, ni sombre complot. Ce fut un acte de sagesse et de clairvoyance dicté par la logique implacable de la préservation du patrimoine. Qu'il s'agisse d'une transaction pragmatique pour s'acquitter des droits de succession ou d'un accord tacite de restitution, le résultat est le même. Les plus grands trésors ne doivent pas appartenir à des individus, mais à l'histoire. Le retour de la tiare dans la trésorerie principale ne fut pas une perte pour la famille, mais un gain pour l'éternité. Cette tiare est la preuve éclatante qu'un joyau est un miroir, reflétant à la fois son époque et celle qui le porte. Entre les mains de la future reine-mère, elle fut le manifeste d'une esthétique art déco audacieuse et novatrice. Sur la tête de la princesse Margaret, elle se métamorphosa en la couronne du glamour et d'une rébellion sophistiquée. Et de nos jours, parée par la princesse de Galles, elle est devenue le symbole de la continuité, du respect des traditions et de la digne sérénité de la future reine.
Un seul et même ornement, mais trois interprétations radicalement différentes, trois destins féminins grandioses. La fleur de lotus n'est pas qu'un assemblage froid de diamants et de perles. C'est l'incarnation physique de tout un siècle d'histoires humaines. Dans ses facettes, s'est figé le scintillement des balles des années folles, la volute de fumée échappée du fume-cigarette de la princesse la plus élégante et la lumière austère des réceptions protocolaires du nouveau millénaire. Elle fut le témoin silencieux de mariages, de visites d'État, de soirées familiales paisibles et de longues années d'attente dans l'obscurité d'un coffre. Elle a absorbé les émotions, les ambitions et une parcelle de l'âme de chaque femme qui l'a portée. C'est pourquoi, en la regardant aujourd'hui, nous percevons bien plus qu'un simple bijou. Nous voyons le temps suspendu. Nous voyons un artefact qui a survécu à ses créateurs et à ses propriétaires pour perpétuer leur histoire, la narrant sans un mot par son seul éclat froid et impérissable. Sa propre histoire est loin d'être achevée. Elle se poursuivra lorsque, un jour, une nouvelle princesse ou une nouvelle reine scindra la tiare, ajoutant un chapitre inédit à ses annales. Car les chefs-d'œuvre authentiques n'appartiennent à personne et appartiennent à tous. Ils ne meurent pas. Ils attendent seulement, avec patience, le prochain grand moment pour l'illuminer de leur lumière immortelle.